En tant qu'anthropologue, j'ai fait une enquête et une recherche sur les Touaregs. C'était dans le cadre de ma thèse de doctorat, mais j'ai commencé déjà avant. Donc à partir de la fin des années 1980, j'ai commencé à aller dans le monde amazigh. Et puis finalement, j'ai rencontré dans le sud de l'Algérie les Touaregs. Et là, j'ai vu que le statut de la femme était très particulier, privilégié. Et j'ai rencontré des femmes d'exception, des femmes qui tenaient à elles seules des tentes, puisque la tente appartient aux femmes dans la plupart des tribus Touaregs. Et du coup, c'est elles qui sont les maîtresses de la tente, les maîtresses de la maison. Des femmes qui vivaient toutes seules, qui étaient juste accompagnées de quelques hommes qui étaient à leur service, qui accueillaient l'étranger, qui étaient très libres dans leurs conversations et leurs mouvements. Donc j'ai décidé de travailler sur la question de la femme. Et puis ensuite, je me suis intéressée à la question des jeunes et de quelle manière les situations de crise que vivaient les Touaregs bouleversaient la société et comment les jeunes finalement arrivaient à trouver une place dans cette société en crise. Et quand je me suis rendue pour faire mon terrain de thèse, du coup, dans les années 1990, je me suis aperçue que je ne pouvais pas comprendre la place des jeunes si je ne comprenais pas les systèmes d'éducation et les relations hommes-femmes. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de l'éducation, de la place des femmes et des rôles des hommes aussi. Je me suis donc rendu compte que nous étions dans une société amazigh tout à fait particulière où les femmes avaient une place reconnue, une place de renommée. Hélène Clodo-Awad parle de femmes d'honneur et pouvoir politique. Donc on est vraiment dans une société où la femme est le pilier central de la tente, comme on dit chez les Touaregs, c'est-à-dire c'est elle qui tient la société. Quand les hommes partent, les jeunes notamment en exil, les femmes continuent de tenir la société et ont des rôles que l'on pourrait appeler masculins, mais en fait qui sont tout à fait adaptés à une société nomade et aux Touaregs en particulier, où même s'il y a une division sexuelle des tâches, eh bien, il n'empêche qu'à des moments où c'est nécessaire, les femmes vont opter pour des rôles masculins et les hommes vont avoir des tâches féminines à accomplir. Donc ce n'est pas un problème dans la société touareg, les rôles ne sont pas figés, les femmes ne sont pas cantonnées simplement au monde de l'intérieur, au domestique, et les hommes ne sont pas cantonnés au monde de l'extérieur et au social, au politique, etc. Il y a vraiment une interrelation dans ces rôles. Quand les jeunes qui sont partis, notamment dans les pays comme la Libye, dans les pays arabophones, mais aussi ceux qui sont partis dans les pays avec des sociétés très patriarcales comme en Afrique de l'Ouest, d'abord quand ils sont partis, ils n'avaient pas achevé leur éducation touareg, donc ils n'ont pas appréhendé l'ensemble de ces subtilités dans le rôle des hommes et des femmes. Et lorsqu'ils sont revenus, du coup, dans leur société touareg, ils pensaient appliquer ce qu'ils avaient vu à l'extérieur, c'est-à-dire des hommes dominants, autoritaires, avec une vision très machiste de la relation homme-femme, et des femmes soumises. Mais ça ne peut pas marcher chez les Touaregs. Chez les Touaregs, on est dans des rôles complémentaires et il n'y a pas de domination de l'un sur l'autre. Ma communication, je l'ai appelée « Femmes résistantes et résilientes » parce que pendant tout un siècle minimum, les femmes ont résisté à tout type de domination. Elles ont résisté à la domination française, elles motivaient les hommes à résister à la domination française, elles ont ensuite résisté à la domination des États-nations, elles ont en effet tenu les rênes de la société et essayé de conserver finalement une identité avec une langue et tout un tas de représentations culturelles et sociales qu'elles ont continué à transmettre. Elles ont résisté aux aléas climatiques, c'est-à-dire aux grandes sécheresses. Et là, nous sommes dans une situation où les femmes ont été obligées à un moment donné de se cacher et de se soumettre parce que la violence du djihadisme nord-africain qui est arrivé et des mouvements islamistes qui sont arrivés dans les pays touaregs ont été bien plus violents vis-à-vis des femmes, de toute la population, mais les femmes en ont particulièrement souffert. Et notamment ces jeunes qui sont revenus en effet de ces pays très patriarcaux,
quand ils ont essayé d'obtenir une place dans la société, avec cette image très patriarcale du rôle dominant masculin, eh bien, ils n'ont pas trouvé de place. Il fallait qu'ils se fondent dans une société où les rôles étaient complémentaires. Et finalement, ça n'a pas marché. Et s'il y a une partie des jeunes qui a fini par comprendre avec beaucoup d'efforts comment fonctionnait vraiment leur société et à se fondre finalement dans cette éducation inachevée qu'ils ont fini par acquérir, eh bien d'autres ne trouveront pas leur place et étant dans des grandes souffrances psychiques, ont fini par être enrôlés dans les mouvements djihadistes. Et du coup, tout ce qu'on connaît finalement de cette rencontre homme-femme, de cette liberté de parole des femmes, de cette liberté des corps, liberté d'expression des femmes, eh bien ça a été d'une violence extrême, puisque les femmes n'ont plus le droit de circuler, n'ont plus le droit de parler, doivent porter le hijab pour pouvoir circuler dans la société touareg. Alors là, la résistance des femmes, elle n'a pas eu le même effet qu'elle a eu dans toutes les périodes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les femmes, pourquoi je les appelle ensuite résilientes? Parce qu'après une période de dépression, c'est-à-dire où il y avait comme une fatalité finalement à cette domination de l'islamisme, et bien du coup les femmes ont réussi à trouver de nouvelles issues, notamment pour plusieurs en partant à l'étranger, en partant dans des grandes villes, en revenant à la tête d'associations, à la tête de mouvements féministes, à la tête finalement même de pouvoirs politiques et en essayant de renverser la situation. La résilience, c'est ça, c'est finalement renaître de ses cendres. Donc finalement, les nouvelles femmes touareg qui arrivent, elles sont héritières évidemment de la culture touareg depuis toujours, mais elles ont fait de leur souffrance un moteur, une nouvelle action. Je me rappelle quand j'étais en pays touareg dans les années 1990, eh bien les femmes qui comprenaient ce que c'était que les mouvements féministes occidentaux, elles disaient mais nous n'avons jamais eu besoin de ce type de féminisme chez nous, puisque chez les Touaregs, les femmes sont féministes depuis toujours et les hommes acceptent ce féminisme parce que ça fait partie de leur identité, de toute manière. Et donc, en fait, c'est cette résilience des femmes dans ces mouvements, finalement, d'affirmation de la singularité individuelle plus que de la singularité sexuée, qui fait que ça a donné un nouveau dynamisme. Et je pense qu'en effet, les Amazirs du Nord peuvent largement, et se sont largement inspirés en effet de ces mouvements touareg et de cette histoire touareg. Moi, j'ai écrit un article il y a très longtemps qui s'appelle « Citoyenneté et concitoyenneté chez hommes et femmes touareg » dans un ouvrage collectif dirigé par Hélène Clodo-Awad dans les cahiers de l'IREMA. J'ai aussi travaillé sur les contradictions entre des impositions féministes occidentale et la posture des femmes touareg dans un autre article sur l'alphabétisation des femmes. J'ai publié plusieurs articles sur l'éducation des enfants et justement cette complémentarité des rôles sexués et des rôles hommes-femmes dans un livre collectif qui s'appelle Corps et affect. Et puis il y a le travail d'Hélène Clodo-Awad qui parle largement de cette question des pouvoirs féminins et de la place des femmes dans la société touareg.